remercie traditionnellement tous ceux grâce à qui cette rencontre ce soir a pu avoir lieu. À savoir merci aux éditions Albin Michel, à Daniel Bofslu qui représente l'éditeur ce soir, à Albéric qui nous a permis d'organiser cette rencontre, à Sybille Cario, la responsable de la librairie de l'espace culturel de Claire, Laurent Croisier qui va animer cette rencontre, et bien sûr merci à la médiathèque de nous accueillir pour cette soirée. Voilà, je vous laisse en compagnie d'Éric Emmanuel Schmitt et je vous souhaite une très belle soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Éric Emmanuel Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Alors, on est très heureux, bien sûr, de vous accueillir ce soir ici. Peut-être un mot pour commencer cette rencontre. Alors, vous avez beaucoup écrit sur la musique, un ouvrage sur Mozart, un ouvrage sur Beethoven, un spectacle sur Bizet. Mm-hmm. Et puis, je me suis dit, en lisant Les perroquets de la place d'Arezzo, il n'y a pas de musique. C'est curieux. Et de fait... en lisant mieux, je me suis rendu compte que la musique était peut-être même omniprésente, parce que cet ouvrage est organisé finalement comme sous la forme d'un chant liturgique catholique, avec l'Annonciation pour commencer, votre premier chapitre si on peut dire, et puis le Magnificat, ensuite Réponse, ensuite Dies Irae, et puis finalement Lux Perpetua. Mm-hmm. C'est donc un chant que ce roman, Éric Emmanuel Schmitt ? Ben oui, c'est un roman sur l'amour. Et je crois que, alors qu'on parle beaucoup de sexe, de désir, d'êtres qui se cherchent, qui se ratent, il y a derrière, dans la construction du livre, un tout autre message. C'est vrai que l'histoire elle tient en très peu de lignes, enfin, et en 750 pages. C'est-à-dire, ce sont tous les habitants de la place d'Arezzo, qui est une place ronde à Bruxelles, qui reçoivent un matin une lettre jaune. Et dans cette lettre jaune, il y a un message, ce mot simplement pour te dire que je t'aime, signé Qui tu sais. Et donc c'est un message d'amour. Normalement, les lettres anonymes sont plutôt des lettres de dénonciation et des lettres d'insulte. Ici, c'est une lettre d'amour. C'est pour ça que les personnages qui vont chercher à savoir qui a écrit cette lettre vont chercher la colombe plutôt que le corbeau. Et donc, déjà, c'est un signe. C'est une colombe qui est derrière tout ça, qui envoie des messages d'amour. Et puis, j'ai voulu accentuer ça avec la construction en 4 parties, et 5 avec l'épilogue, qui ont les titres liturgiques que vous avez dit, parce que le livre est, à travers des tas d'histoires et des tas de personnages, une réflexion sur l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour ? Et ça c'est peut-être la question au fond la plus dérangeante du livre, est-ce que l'amour, ça va bien avec la sexualité ? On a tendance à dire oui, moi j'aurais tendance à dire non. C'est-à-dire, dans ma vie, je vois des gens qui ratent totalement leurs histoires d'amour quand il y a du sexe et qui réussissent parfaitement leurs histoires d'amour quand il n'y a pas de sexe. La relation parent-enfant, avec des parents qui aiment inconditionnellement leurs enfants, et pour des enfants qui aiment inconditionnellement leurs parents, la relation frère-sœur, la relation d'amitié, c'est de l'amour. Mais il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de désir. Alors, la sexualité, visiblement, il y a une dimension de plaisir qui peut aller dans le sens de l'égoïsme, et il y a aussi une dimension d'échange qui fait que ce n'est pas du pur amour. Je t'aime si tu m'aimes, je t'aime si je suis la personne la plus importante pour toi, je t'aime si nous couchons toujours ensemble, je t'aime si, même si tu me trompes, je reste le référent unique, etc., etc. Toujours un si, dès qu'il y a du sexe et du plaisir. Quand il n'y a pas de sexe et de plaisir, il n'y a pas de si. Alors voilà, c'est ce que veut dire la colombe, la construction liturgique, entre guillemets. Au fond, derrière, le modèle de l'amour, c'est un amour quasi évangélique. C'est-à-dire une pure donation de soi à l'autre, une pure fascination par le mystère de l'autre. Aimer, c'est penser que l'autre a plus d'importance que soi. Lorsque j'ai lu le livre avec la multiplicité de personnages, je me suis dit, mais vous avez eu plusieurs vies,
pour exposer tout ça, Eric? Et plus encore. Il y a longtemps que vous réfléchissez à ce sujet. Oui, j'y réfléchis 7 ans. Il y a 7 ans, j'ai eu cette fulgurance un jour sur la place d'Arezzo à Bruxelles. Alors justement, cette exploration que vous faites de ces différents personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans votre ouvrage. Oui, je crois qu'il y en a 39. D'accord. Voilà. Beaucoup de personnages et finalement on voit quelque part au-delà de leur vie intime aussi une sorte de manière dont fonctionne la société derrière leurs actes, derrière leurs gestes. Oui. C'est une sorte aussi d'exposition de la face cachée du fonctionnement social. Oui. Oui, parce que parfois, d'abord, chaque époque a un discours sur la libido et sur le sexe. Et parfois c'est un discours répressif, parfois c'est un discours absent. C'est-à-dire on ne parle pas de ces choses-là. Et parfois, c'est un discours envahissant, comme notre époque. Et précisément, dans ces comportements sexuels, vous abordez, j'allais dire, toute la palette, finalement, que l'on peut croiser dans notre société du XXIe siècle. Oui. Alors, évidemment, l'hétérosexualité, l'homosexualité, le ménage à trois, le sadomasochisme, la prostitution aussi. Oui. Donc, il y a toutes ces facettes-là. C'était important pour vous que d'aborder, j'allais dire, les liens entre l'amour, entre les personnages et aussi leur sexualité, qui ne fonctionne pas d'ailleurs de manière forcément simultanée, l'amour et la sexualité. C'est important de montrer toutes ces facettes de la oui, ça me paraissait important parce que ce que je voulais, c'est avoir un regard empathique, tant que c'est possible, sur tous ces comportements-là. J'aurais pas pu écrire ce roman lorsque j'avais 20 ou 30 ans parce que j'étais intolérant. Quand j'avais 20 ou 30 ans, la meilleure façon d'aimer, c'était la mienne. Ou celle des gens que je connaissais, que j'appréciais. Et je ne comprenais pas beaucoup de comportements. Et puis avec le temps, l'observation, l'écoute, évidemment, je suis devenu beaucoup plus tolérant. Et dans ce livre, il y a ça. Il y a une empathie pour des tas de personnages. Évidemment, comme il y a 39 personnages, moi, je n'ai pas 39 sexualités. Mais je me surprenais à me trouver proche de tous. Et pas seulement par le territoire du fantasme. J'étais proche de tous parce que j'avais toujours des clés pour comprendre quelqu'un qui aime ou désire d'une autre façon que moi. Et c'est ce que j'essaye de créer chez le lecteur, chez vous, c'est que vous soyez aussi dans cette curieuse empathie, surprenante empathie, peut-être même dérangeante. Un des axes du livre, c'est la recherche du bonheur. Et il y a des personnages qui enfin, c'est comme dans la vie, il y a des gens qui sont doués pour le bonheur, et puis il y a des gens qui ne sont pas doués, qui doivent apprendre. Et puis il y a des gens qui ont même un gros chemin à faire pour aller jusqu'au bonheur. Et là, il y a tout ce genre de personnages dans mon livre. Et il y a par exemple des êtres qui ne peuvent pas arriver au bonheur parce qu'ils ne se connaissent pas. Parce que le bonheur, ce n'est pas le bonheur selon la société, selon les magazines. Le bonheur, ce n'est pas le bonheur selon les autres. Le bonheur, ça doit être le bonheur selon soi, selon ce qu'on attend, selon ce qu'on désire, selon sa propre histoire, selon ses pulsions. Et je pense que le chemin du bonheur, la propédeutique du bonheur, c'est se connaître et s'accepter. Alors parmi les personnages justement très, très marquants de cet écrit, il y en a un dont on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité, en tout cas récente, puisque vous évoquez un homme politique qui a une vie, comment dire, sexuelle assez singulière, oui. Et dont on pense vraiment directement à une affaire qui a fait les titres des journaux. Ce que je voulais juste peut-être dire, c'est... je voulais juste dire que je me suis inspiré de lui, oui, mais d'autres. Mais pas seulement, voilà. D'autres qu'on connaît moins, mais que moi je connais, et qui sont addictifs à une sexualité décompressive. Vous montrez combien justement les médias sont voraces, avares de tout ce qui tourne autour de la sexualité, même si précisément ils sont prêts pratiquement à gober tout et n'importe quoi. Oui, parce que c'est le spectacle qui compte pour eux plus que la vérité. Je veux dire, on est clair qu'on est dans une époque où les gens qui sont censés nous informer préfèrent le spectacle à la vérité. Mais alors moi, ce qui m'intéressait plus, encore que ça, c'était la réaction de tous les personnages à la chute. Parce que quand il y avait eu la chute de Dominique Strauss-Kahn, c'est ça qui m'avait aussi fasciné. Et ce qui me touchait, en fait, c'était une espèce de fraternité dans la chute. C'est-à-dire que tout le monde... Alors, bien sûr, chacun doit opérer un jugement moral ou
donner sa théorie pour savoir si c'était vrai, si c'était pas vrai. Donc c'était intéressant d'écouter les gens parler, parce qu'au fond, ils se racontaient eux. Y compris moi d'ailleurs quand je racontais ma version de l'histoire. Je veux dire, c'est comme personne ne sait, tout le monde se raconte. Donc ça c'est intéressant. Mais ce qui était aussi intéressant, c'était de voir que, au fond, ce qui frappait tout le monde et qui créait presque une fraternité, c'était de voir que où qu'on soit, quoi qu'on ait fait, on peut tomber en une seconde. Puisqu'il y a un marchand d'art qui est Wim. Ouais. Et il indique, lui, qui vend des tableaux à toutes sortes de clients de toutes nationalités, il a évidemment une attention particulière pour les Français, et il connaît un petit peu leur sensibilité psychologique, et il sait ce qu'il faut faire pour leur vendre un tableau. Et alors vous indiquez, enfin Wim indique, les Français ont besoin d'une rasade de pessimisme pour avancer. Et vous ajoutez, si les Français déprécient constamment la France, ils gardent l'orgueil d'une grande nation. Oui. C'est vrai que quand je quitte la France, je quitte un pays anxieux, déprimé, pessimiste, où il y a des gens extraordinaires et des réussites extraordinaires, mais personne ne s'en rend compte. Et qui a une vitalité en plus incroyable, parce que résister à toutes les politiques qu'on a eues et être encore debout, c'est quand même un pays extraordinaire. Il résiste même à ces hommes politiques. Je veux dire, pour moi, là, en ce moment, il y a vraiment vraiment une petite maladie momentanée de la mentalité française qui a compris qu'elle n'était plus le centre du monde. Il était temps. Et qui ne s'en remet pas, et qui du coup se voit beaucoup plus faible qu'elle n'est. Éric Emmanuel Schmitt, merci infiniment de votre présence, d'avoir répondu à nos questions. Moi, je vous inviterai tous à, évidemment, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à parcourir cet ouvrage des perroquets de la place d'Arezzo. Moi, j'ai passé un moment merveilleux, et on évoquait tout à l'heure, lorsqu'on débutait cette rencontre, ce chant. Et oui. C'est un chant effectivement sur la vie intime de nos contemporains. C'est un chant aussi sur l'amour, sur la sexualité, mais c'est aussi avant tout, peut-être pas avant tout, mais en tout cas de manière très importante, un hymne à la tolérance. Ah oui. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous. Vraiment intéressant. J'attendais avec impatience de rencontrer Éric Emmanuel Schmitt. Et voilà, on a eu la joie de l'écouter. J'avoue que son dernier livre a l'air très intéressant. Voilà. Écoutez, moi je trouve qu'il est superbement intelligent, plein d'humour. Moi je trouve que j'ai lu que la moitié de son livre, mais j'ai reconnu pas mal de personnages. C'est un tout pourri, c'est passionnant.